Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le vice-président de la République appelle les États à l'union pour faire face aux conflits armés qui freinent le développement dans le monde. Thiemoko Meliekone a pris part à la parole à la tribune de l'ONU et un discours au nom du président de la République, Alassane Ouattara, lors de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Les pays de l'UMOA et du Tchad veulent mettre en place un système pour une meilleure employabilité des jeunes. Les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace sont réunis à Abidjan. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a ouvert cette 15e conférence. Les médias ivoiriens à la recherche d'un nouveau souffle. Une cinquantaine de journalistes et patrons de presse prennent part à une réflexion sur la performance et la gouvernance économique. Le forum Assini Mafia le permettra de trouver des solutions à la situation financière des entreprises. Sébastien Haller, Seko Fofana, Eric Bailly, des joueurs de retour dans l'effectif de FAI-MS. Le sélectionneur national des éléphants a donné sa liste pour la double confrontation Côte d'Ivoire, Sierra Leone le 11 et le 15 octobre, 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. On démarre en sport avec la Côte d'Ivoire qui accueille la Coupe du monde de Maracana. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, a ouvert la compétition au Parc des Sports de Treichville. 16 pays venant de 4 continents vont prendre part à Maramonde 2024. Et en attendant d'en dire un peu plus, allons à New York. Le vice-président de la République, Thiemoko Meliekone, a prononcé une allocution à la tribune des Nations Unies. Hier, il a indiqué que le monde est secoué sur le plan sécuritaire, économique et politique. Il appelle alors les États à faire face ensemble à ces problèmes. Herman Guivet. Le vice-président ivoirien Thiemoko Meliekone à la tribune des Nations Unies à la faveur du débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. La 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU se tient dans un contexte mondial préoccupant sur le plan sécuritaire, économique et politique. Thiemoko Meliekone ne manque pas de le rappeler avant d'appeler les nations à un sursaut collectif. Je voudrais, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la qualité et la profondeur des débats de cette session et pour le remarquable succès du sommet de l'avenir. Le monde est à la croisée des chemins. Les tensions géopolitiques se multiplient et alimentent l'escalade de plusieurs conflits armés. Des confrontations violentes dans des régions sensibles mènent celles-ci au bord d'un embrasement généralisé. Cette situation d'insécurité et de recul de la paix est aggravée par le terrorisme qui sévit dans les régions comme le Sahel. Ces conflits anéantissent progressivement des années de progrès et de développement en faveur des populations. C'est le lieu pour mon pays d'appeler à la mobilisation de la communauté internationale en faveur des populations du Sahel, qui paient un lourd tribut dans la guerre contre les groupes terroristes. Monsieur le Président, les progrès réalisés par nos pays en matière de développement et de sécurité humaine sont aujourd'hui fragilisés par les effets du changement climatique, qui accentue les inégalités, la pauvreté et entraîne le déplacement forcé de millions de personnes chaque année. L'accroissement incessant du nombre de réfugiés climatiques constitue une tragédie de notre époque qui nous interpelle tous. Dans ce contexte, la Côte d'Ivoire appelle les Nations Unies et l'ensemble des partenaires à accroître et à intensifier leur assistance humanitaire d'urgence destinée à ces populations durement impactées. Le vice-président tire ensuite la sonnette d'alarme quant à la montée du terrorisme et les conséquences qui en découlent pour l'ensemble des pays de la sous-région, y compris la Côte d'Ivoire. Fidèle à ses valeurs et à sa tradition d'hospitalité, la Côte d'Ivoire accueille dans les meilleures conditions possibles plusieurs milliers de ressortissants des pays sahéliens voisins
qui fuient la violence des groupes armés. Et au-delà du Sahel, c'est aujourd'hui l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest qui est menacée d'effondrement. Cette évolution pourrait se propager au-delà du continent africain si aucune mesure efficace n'est envisagée. Pour sa part, la Côte d'Ivoire met à la disposition de l'ensemble des pays l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville afin de les aider à renforcer leurs capacités en matière de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le vice-président de la République a souligné que la Côte d'Ivoire croit fermement aux vertus du multilatéralisme et que c'est ensemble que les États pourront dépasser les grandes divisions et bâtir des consensus autour des questions difficiles. Au plan géopolitique, les Nations Unies doivent être réformées. Pour le vice-président de la République, Timoko Melie-Kone. Notre action collective doit s'inscrire résolument dans le cadre multilatéral unique des Nations Unies. Le monde a véritablement besoin d'une organisation des Nations Unies dynamique et efficace, représentative de la diversité des peuples et adossée au consensus des nations qui fonde sa légitimité. Dans ce contexte, les Nations Unies héritées du XXe siècle doivent être réformées en profondeur pour jouer pleinement leur rôle dans le monde multipolaire d'aujourd'hui. La réforme de la gouvernance mondiale doit également s'étendre aux institutions financières multilatérales afin qu'elles soutiennent davantage les efforts de financement des objectifs de développement durable des pays en développant tout en adressant la question de la dette. Avant son allocution à la tribune du débat général, le vice-président de la République a pris part plus tôt dans la matinée au dialogue des dirigeants sur l'accélération des mesures d'adaptation au changement climatique en Afrique, co-organisé par Global Center on Adaptation, la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Cette rencontre, présidée par l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, membre du bureau exécutif du GCA, était organisée autour du thème suivant, dialogue entre dirigeants, un partenariat mondial pour redoubler d'efforts en matière d'adaptation au changement climatique. Intervenant à cette autre tribune, le vice-président de la République a indiqué que face aux problèmes environnementaux majeurs tels que la dégradation des zones côtières, les pertes de la biodiversité, les modifications des saisons culturelles et l'intensification des sécheresses auxquelles nos pays sont confrontés, la Côte d'Ivoire a pour sa part mis en place une politique ambitieuse en adéquation avec les engagements internationaux. Il a précisé que le plan d'adaptation national ivoirien s'articule autour de 3 priorités essentielles, à savoir moderniser les infrastructures, améliorer la gestion des ressources en eau et renforcer les capacités des communautés locales face aux risques climatiques. Pour le vice-président de la République, le dialogue entre dirigeants reste la meilleure réponse face aux défis environnementaux, car la collaboration internationale permet aux décideurs d'évaluer ensemble les progrès réalisés par les États, mais aussi de discuter des voies et moyens d'accélérer les actions, renforcer leurs capacités, mobiliser les ressources techniques et financières et échanger les meilleures pratiques possibles. Le vice-président de la République a également échangé avec le haut-commissaire assistant chargé des opérations du HCR, Raouf Mazou. Raouf Mazou remercie les plus hautes autorités ivoiriennes pour le pays d'asile privilégié que continue d'être la Côte d'Ivoire pour les réfugiés en provenance du Burkina Faso et du Mali. Le haut-commissaire assistant chargé des opérations du HCR, Raouf Mazou, a déclaré avoir pris bonne note des observations du vice-président de la République et de s'être accordé avec lui sur la nécessité d'accroître le financement de l'assistance humanitaire et de faire en sorte que les populations locales qui sont les premières à accueillir et offrir la protection aux réfugiés bénéficient, elles aussi, d'une assistance et d'un soutien de la part du HCR. Et on reste à New York. Le vice-président de la République, Timoko Melie-Kone, s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Salue le leadership du président de la République à la tête de la Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Il a souligné les défis sécuritaires dans la zone du Sahel. Le vice-président de la République rassure la Côte d'Ivoire prend des dispositions pour mieux gérer la situation, notamment les déplacés dans le nord du pays. Des dispositions sont également prises pour une meilleure employabilité des jeunes. Les pays de l'UMOA et du Tchad veulent mettre en place un système efficace. Les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle sont réunis dans la capitale économique. La 15e conférence soutenue par le Premier ministre Léon Brou.
L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ce sont des systèmes d'enseignement, de formation technique et professionnelle réformés dans les 8 pays membres. Mais encore, les mêmes questions de chômage et de sous-emploi des jeunes et des femmes. Constat du cadre permanent de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle partagé par la commission de l'UEMOA. Nous devons tout faire aujourd'hui et plus que jamais au défi du développement des compétences, de l'emploi et de l'employabilité de nos jeunes. Le contexte, marqué par des crises sécuritaires et des tensions sous-régionales et internationales, qui menacent autant les économies que la stabilité de nos pays, explique la nécessité de recherche, de synergie, d'action dans le secteur. Au menu des travaux, réflexions des experts et partenaires de l'UEMOA sur notamment la lutte contre l'insécurité et les migrations irrégulières par le travail, les bonnes pratiques, le développement des systèmes d'information dans le monde du travail. De quoi susciter un référentiel qualité au service des systèmes de formation professionnelle pour une plus grande employabilité des jeunes. Il s'avère nécessaire que les États membres unissent leurs efforts pour mettre en place des actions concertées, fondées sur un système qualité rigoureux et des partenariats renforcés avec le secteur privé et les partenaires au développement. À cet égard, nous devons œuvrer ensemble pour un avenir où les compétences professionnelles des jeunes de l'espace UEMOA seront pleinement reconnues et valorisées, leur offrant ainsi des perspectives réelles de mobilité et d'acquisition d'emplois décents et durables. Cette valorisation des compétences des jeunes doit passer aussi bien par des actions de rénovation du dispositif de formation initiale que par la reconnaissance de l'apprentissage traditionnel et du secteur informel. Objectif visé, croissance économique et paix dans l'espace UEMOA. La 15e conférence du cadre permanent de concertation a le soutien du chef de l'État, selon le chef de gouvernement pour qui il s'agit d'accélérer par une formation professionnelle de qualité l'emploi de 80% de la population que sont les jeunes et les femmes. Au-delà du BTS, certainement, demain il aura des possibilités d'être ingénieur d'application, ingénieurs de conception, en charge de la recherche pour améliorer le quotidien de nos pays. C'est pourquoi on a une variété de lycées professionnels. Et le ministre, dans la configuration de ces lycées, a proposé et fait adopter des lycées professionnels selon les régions, en nous appuyant sur les spécificités agricoles pour que dans ces régions, les lycées spécialisés permettent d'améliorer les productions, la transformation et la commercialisation de nos produits agricoles. 250 milliards de francs CFA, ce programme ivoirien de l'enseignement professionnel pour couvrir dans un an encore le territoire national de lycées professionnels. La 15e conférence du cadre permanent de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA se tient quant à elle sur une semaine. D'autres ministres de l'espace communautaire étaient à Bissau. Les ministres des Finances ont fait le point de la situation économique et financière de l'UEMOA. 5,9%, c'est le taux de croissance. Le conseil était dirigé par le ministre Adama Coulibaly. Les membres ont aussi examiné de nouveaux projets sur l'environnement, la santé et l'organisation de l'UEMOA. Envoyé spécial Jean-Marc Djadji. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA affiche un taux de croissance régionale de 5,9% en 2024, malgré un taux d'inflation de près de 4% et un déficit budgétaire au deuxième trimestre de cette année. L'activité économique de l'UEMOA reste dynamique avec l'apport des investissements. Voici le bilan de cette troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au titre de l'exercice 2024. Une réunion dirigée par le président du dit Conseil, le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly. Le taux d'inflation devrait revenir dans la fourchette cible de 1 à 3% en 2025 grâce à l'anticipation d'une campagne agricole 24-25 plus favorable, à la baisse attendue
des prix mondiaux des produits alimentaires ainsi qu'aux mesures prises par certains États pour lutter contre la cherté de la vie. En effet, le taux de croissance du PIB de l'Union en termes réels ressortirait à 5,9% en 2024, puis à 6,9% en 2025. La situation extérieure de l'Union s'est légèrement améliorée grâce à l'évolution favorable des termes de l'échange. Ces assises sont l'occasion d'examiner 3 projets de règlement et de directives. L'adoption du projet de directive portant sur les zones humides urbaines et périurbaines. Je me félicite également de l'adoption du projet de règlement établissant les règles relatives à l'application des mesures sanitaires du domaine vétérinaire dans l'UEMOA. Je salue par ailleurs l'adoption du projet de directive relative au système d'information énergétique. Cette 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA a pris fin par la validation du nouvel ordre de passage pour la désignation des représentants des États membres au sein du Conseil d'administration du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, un gage d'équité dans les institutions de l'UEMOA. Une bonne santé économique de l'Union avec des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Un forum est ouvert pour attirer les investisseurs dans les régions. Le Premier ministre a lancé le forum Invest in Sud Comoé, un forum économique et touristique ouvert ce vendredi à Boissot. Un appel au développement de cette partie de la Côte d'Ivoire. Abdoulaye Koni. Le Sud Comoé était ce vendredi, en l'espace de quelques heures, la capitale économique ivoirienne, tant par la qualité des invités issus du monde des affaires que des acteurs qui animent la vie politique du pays. C'est le premier magistrat de la commune d'Aboisseau qui a présenté les atouts de sa localité. La commune d'Aboisseau regorge d'atouts, à l'instar des autres collectivités territoriales de la région. Cette qualité est propice au développement d'activités économiques bénéfiques aux investisseurs. L'avantage de notre commune réside tout d'abord dans sa proximité avec la capitale économique qui est Abidjan, dont elle est séparée de seulement 116 km. Les infrastructures économiques, sanitaires et sécuritaires, ainsi que le riche potentiel foncier constituent la garantie pour vous assurer et vous inciter à implanter des unités industrielles et promouvoir les échanges commerciaux. 3 jours pour faire la promotion des potentialités économiques de la région et attirer les investisseurs. Le président du conseil régional a appelé le milieu des affaires de tous les horizons à s'intéresser aux réalités économiques du Sud Comoé. En tant que pôle économique aux potentialités différenciées, le Sud Comoé dispose d'un potentiel naturel avec une végétation favorable à l'agriculture, un réseau hydrographique dense constitué d'une façade maritime de 11 lagunes, de 1 grand fleuve et de 11 rivières et 4 lacs. Deuxièmement, d'un potentiel agricole dominé par le café, le cacao, le palmier, la banane, le manioc, le maïs, l'igname, etc. Troisièmement, d'un potentiel agro-pastoral dominé par la volaille. En outre, la densité du réseau hydrographique, la présence de bas-fonds favorise le développement des activités de pêche, d'aquaculture et de pisciculture. En 2016, le gouvernement ivoirien, conformément à la vision du président Alassane Ouattara, a intégré le secteur privé au cœur de son plan national de développement PND, le PND 2016-2020, ainsi que celui de la période 2021-2025, ont été conçus pour stimuler la croissance économique en s'appuyant sur une participation active du secteur privé. Notre pays, au cours de la période de 2012 à 2023, a connu une croissance économique exceptionnelle avec un taux moyen de 7,1%, un des plus élevés non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi à l'échelle continentale. Cette croissance, si elle est due aux réformes judicieuses, aux investissements ciblés et donc à l'amélioration du climat des affaires, s'explique en partie par le dynamisme du secteur privé qui emploie directement plus de 70% de la population active, avec un impact significatif sur la réduction du taux de pauvreté qui est passé de 55,4% en 2011 à 37,5% en 2021. C'est dire que la Côte d'Ivoire a enregistré des avancées significatives grâce à une intégration réussie du secteur privé dans sa stratégie de développement. Si donc l'attraction des investissements directs étrangers
et des investissements directs nationaux reste un défi majeur pour les décideurs. Au regard de leur contribution au développement économique des pays bénéficiaires, il reste que l'apport des entreprises privées à la croissance économique locale demeure pour nos régions une priorité. Nous inscrivons dans cette perspective. La tenue du forum souligne éloquemment le rôle crucial que nous attendons du secteur privé dans la construction d'un avenir prospère et durable de la région du Sud Comoé. Investir Sud Comoé, dont le thème cap sur le Sud Comoé, cultiver l'innovation et la durabilité pour une prospérité partagée, suffisamment révélateur de notre ambition, est un pan essentiel de la stratégie mise en place pour faire de notre région un territoire attractif. La Côte d'Ivoire sera heureuse que vous soyez ses visiteurs réguliers et pourquoi pas vous compter parmi ses habitants, a dit le président de la cérémonie. Le Premier ministre Robert Beuré-Mambé, dans son allocution, a mis en avant le cadre légal macroéconomique de la Côte d'Ivoire. Depuis 2011, le climat des affaires a eu d'importants changements. Et la Côte d'Ivoire facilite le travail aux investisseurs parce que nous avons besoin d'avoir un partenariat solide avec les partenaires qui acceptent d'investir dans notre pays. Ainsi, nous avons un nouveau code des investissements et des codes sectoriels rassurants et très attractifs. Nous avons de nouvelles lois sur l'exploitation du pétrole et des mines pour valoriser l'extraordinaire potentiel de la Côte d'Ivoire. Plusieurs guichets spécialisés sur les formalités des entreprises, sur le foncier, sur le commerce extérieur, afin de simplifier et de fluidifier les démarches administratives. En matière de tribunal de commerce, nous avons le tribunal de commerce d'Abidjan, la cour d'appel de commerce, pour accélérer la résolution dans le cadre de ce que nous appelons le plan national de développement 2021-2025. Le gouvernement s'est engagé à œuvrer pour un développement équilibré de toutes les régions. Ce que vous découvrez ici, dans le Sud Comoé, avec ses particularités, vous pouvez découvrir cela aussi dans les autres régions, mais avec leurs particularités. C'est dire que vous pouvez prendre votre base dans le Sud Comoé, rayonner au sud-ouest, au nord-ouest, au centre, au nord et au nord-est. Le Sud Comoé va constituer votre base arrière. Mais la Côte d'Ivoire fait en sorte que toutes les régions connaissent le même développement. À Boisseau, les discussions vont durer 72 heures. Quelques instants plus tôt, le Premier ministre faisait son entrée tout en fanfare pour honorer de sa présence ce grand rendez-vous économique. Au nom du président de la République, le chef du gouvernement a fait un don aux différentes composantes de la société présente ce jour. Le chef du gouvernement aux côtés du monde des sports, la Côte d'Ivoire accueille la Coupe du monde de Maracana. Le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Beuré-Mambé, a procédé à l'ouverture de la compétition au Parc des Sports de Treichville. 16 pays venant de 4 continents prennent part à Maramonde 2024. On va continuer en sport pour parler cette fois de la CAN 2025. La Côte d'Ivoire affronte la Sierra Leone le 11 octobre à San Pedro et le 15 à Monrovia au Libéria. Ce sont les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Le sélectionneur Faye Mersa a annoncé une liste de 25 joueurs. Moyabi Diabaté. 25. C'est le nombre de joueurs convoqués par le sélectionneur ivoirien Emes Faye lors des 2 prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2025. On note le retour d'Eric Bailly et de Jean-Evra Kouassi, 2 tauliers de la sélection ivoirienne. Pour Eric, ça faisait quelques mois, quelques semaines qu'il était compétitif et qu'il était performant en club. C'était pour nous l'opportunité de donner la chance à Eric parce qu'il le mérite, comme j'ai dit, depuis quelques mois, depuis la fin de saison dernière.
Après, pour Jean-Evrard Kouassi, c'est pareil. Hein. Il est intéressant en club, il est compétitif, il joue, il a enchaîné depuis sa blessure contractée juste avant la CAN. Sissoko Fofana, Nicolas Pepe, Sébastien Haller, Hassan Kamara et Traoré Ahmed signent leur retour chez les éléphants. Il faut noter l'absence du chouchou des supporters ivoiriens, Simon Adingra. C'est hier matin, à l'entraînement, qu'il a contracté une douleur au mollet. Donc on attend demain pour avoir plus d'informations sur l'état de sa blessure et le temps d'indisponibilité. Valider la qualification pour Maroc 2025 avant les 2 dernières journées, c'est l'objectif des éléphants. Pour cela, il faudra assurer contre la Sierra Leone le 11 et 15 octobre prochain. Et rendez-vous déjà le 11 octobre. À San Pedro, l'actualité, c'est aussi le forum Assini Mafia. Les entreprises de presse pensent à la performance et la gouvernance économique des médias. Ces acteurs vont trouver une stratégie pour une meilleure gestion économique et financière. Une 50aine de journalistes et patrons de presse prennent part à ce forum qui est à sa première édition. Didier Nguessan. L'économie des médias au cœur des réflexions du forum Assini Mafia qu'organise le groupe de presse Capital Média. Il s'agit de penser l'approche économique des entreprises de presse capables d'améliorer leur situation financière. Il faut regrouper les entreprises, il faut une bonne gestion, avec un suivi économique, comptable, dans l'orthodoxie de la gestion financière. Essayer de trouver le moyen de réinventer le métier de telle sorte à susciter un intérêt majeur des médias. Entre la baisse de la publicité et la chute du lectorat, la presse ivoirienne tente de se réinventer. L'exercice est souvent périlleux pour de nombreuses rédactions qui disparaissent. Susciter la réflexion sur la viabilité économique des médias, c'est en partie établir le diagnostic du secteur pour en prescrire le remède. Je voudrais vous assurer du soutien du gouvernement qui sait l'importance du journalisme. Il représente un puissant adjuvant de la démocratie. Certes, les difficultés sont nombreuses et elles vous mettent en situation de survie. Mais il ne sera pas dit que le gouvernement n'aura pas fait sa part pour vous aider à relever la tête ou à sortir de l'ornière. Les conclusions d'une étude commandée par le ministère de la Communication et financée par l'Union européenne faisaient quelques recommandations dont les mises en œuvre aideraient à une meilleure santé, à une meilleure professionnalisation de notre presse. L'État a toujours aidé au financement de la presse, mais quel que soit le volume et l'importance des montants accordés, disons, en soutien à la presse, si la presse elle-même ne fait pas les efforts, son diagnostic personnel, si elle n'exprime pas sa volonté de changer, d'être plus dynamique, d'être plus professionnel, ces efforts seront vains. Pour cette première édition du forum Assini Mafia, plusieurs entreprises publiques et privées ont pris part aux réflexions auprès des professionnels de l'information. Peut-être un début de solution. Voyons maintenant cette innovation dans le secteur des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a réceptionné la machine hybride EnergyPod, ce dont est le fruit d'une collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. Cette technologie va renforcer les potentialités énergétiques des centres de recherche. Naomi Bokla, Jean-Marc Djadji, Joël Mambou. Le Royaume-Uni équipe l'université Félix Houphouët-Boigny d'une machine hybride appelée EnergyPod, à travers le projet Zéphatan. Alliant énergie éolienne et solaire, son installation sur le campus a pour objectif de répondre aux besoins énergétiques des institutions supérieures de recherche en Côte d'Ivoire. La machine combine les deux technologies, solaire et aussi éolienne. Donc générer l'électricité à partir du vent et générer l'électricité à partir du solaire, mais dans un système interne. Dernièrement, vous verrez des batteries rouges qui stockent l'énergie et en haut, l'éolienne qui tourne pour générer l'électricité à partir du vent. En termes de production d'énergie, elle a une capacité de générer 10 kW et elle peut capacité de stocker 86 kW. À travers ce don,
Le Royaume-Uni permet à la Côte d'Ivoire de devenir le premier pays ouest-africain à expérimenter l'utilisation des éoliennes pour la production d'énergie à grande échelle. Aujourd'hui, nous recevons ce dispositif de la part de nos partenaires et ce dispositif va nous aider à améliorer notre conception, notre recherche dans le domaine des énergies renouvelables. C'est pour nous vraiment un honneur d'être partenaire dans ce projet et d'accompagner les communautés au niveau de notre pays à avoir accès à l'énergie. Le projet Zefatan met à l'épreuve ce générateur hybride Energipod afin de tester son efficacité dans un milieu terrestre et à moindre coût. Les enfants des précollecteurs des déchets ont reçu des manuels scolaires, une initiative du groupement Ivoire Éco-Environnement. Cette action permet de soutenir les plus vulnérables. Grâce Kando. Le groupement Ivoire Éco-Environnement rassemble 5 entreprises en charge de la précollecte des déchets, le transport vers les centres de transfert et la gestion des conteneurs. En cette rentrée scolaire, ce groupement se montre solidaire. Il vient d'offrir des manuels scolaires aux enfants du personnel en charge de la collecte des déchets. Je tiens à vous assurer que nous nous efforcerons de faire de notre mieux à l'école, de vous donner satisfaction. Nous serons reconnaissants de cette opportunité et nous travaillerons dur pour ne point vous décourager et réaliser nos rêves et aspirations. La rentrée scolaire, 2 enfants déjà, c'est beaucoup de charges pour les parents. Ceux qui bossent avec nous pour pouvoir réduire, en tout cas le stress de la rentrée scolaire, nous faisons l'effort de pouvoir faire des remises de kits aux enfants du personnel exécutant. Cette cérémonie a aussi vu la récompense des meilleurs élèves de l'année écoulée. Au nombre de 18, 2 ont reçu le super prix portant le nom de Saran Ouattara, directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets, marraine de la cérémonie. Ces manuels scolaires représentent une richesse car ils permettront de bien comprendre et de bien apprendre les cours qui leur seront dispensés afin d'être des futurs cadres de ce beau pays. Ils bâtiront à leur tour une nation plus forte et plus éduquée. À vous les parents, je vous demande un meilleur encadrement, un meilleur suivi de vos enfants en toutes circonstances. Il faut toujours les accompagner dans leur cursus scolaire et leur garantir ainsi un meilleur développement. Le groupement Ivoire Éco-Environnement intervient dans la collecte des déchets tant dans le district d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Alors maintenant, dans le département de Kong, les députés RHDP ont visité les forces armées de Côte d'Ivoire et les populations de Kafolo. Ces élus félicitent les soldats dans le nord-est du pays qui sécurisent la zone. Ils leur ont fait donc d'engins motorisés pour faciliter les déplacements. Les populations victimes d'inondations ont aussi reçu des vivres. Jean-Yves Zadi, Kader Sogodogo. S'imprégner des conditions de vie, de travail et des moyens dont disposent les forces armées de Côte d'Ivoire, postés aux frontières nord-est du pays à Kafolo dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est l'un des objectifs que s'est fixé le groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale dans le cadre de sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. Après les civilités d'usage et les échanges, la délégation parlementaire fait don de 5 engins motorisés aux FACI pour faciliter leur mobilité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le président du groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale félicite les FACI pour leur contribution engagée pour le retour de la paix et la quiétude au sein des populations. Le groupe parlementaire et moi-même félicitons nos forces de l'ordre qui ont rassuré les populations. Et les populations aujourd'hui vivent en paix. Par la suite, la délégation parlementaire du RHDP était face aux populations de la localité en compagnie du corps préfectoral et des commandements militaires de la zone. Il s'agit pour la délégation d'apporter assistance aux victimes de récentes inondations. Ils sont venus près de 20 députés avec des mots de réconfort et vraiment des dons en vivres. Beaucoup de riz, vraiment la population est beaucoup contente. L'eau a débordé de son lit habituel jusqu'à atteindre la ville de Kafolo. Nous prions le Tout-Puissant que ces eaux-là se retirent très vite pour que nos braves populations se remettent au travail. Ils ont des préoccupations et nous en avons fait part. Arrivés à Abidjan, nous en ferons part également à nos mandats.
Cette journée s'est achevée par une visite sur le pont de la Comoé afin de toucher du doigt les dégâts commis par cette inondation jamais vécue par les populations de Kafolo. Voilà qui m'intervient ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que c'est au tour du mortier que la poule fait son marché. Très belle soirée sur TIR.